Salut les amoureux des abeilles, c'est moi Flo. Du coup, là nous voilà dans mon petit atelier pour parler tout simplement pour la fabrication de la ruche d'Adam 10 cadres. Ce tuto sera divisé en 3 thèmes. Tout simplement la conception, la fabrication des planches, coupées, taillées, biseautées, et aussi le montage. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent de la colle, non appropriée à l'apiculture, qui est très néfaste aux abeilles. La peinture aussi, on va voir ça aussi ensemble. C'est un point non négligeable. Après, il faudra aussi que vous sachiez que ça sera plusieurs vidéos consécutives. Il y a vraiment matière pour vous, pour comprendre plein de choses. D'abord dans la conception. Alors la conception. Pourquoi la ruche d'Adam 10 cadres? Il faut savoir qu'une ruche d'Adam 10 cadres est faite pour l'apiculteur, même aussi en 12 cadres, je vous rassure. Ça existe aussi une ruche d'Adam en 12 cadres. C'est fait tout d'abord pour l'apiculteur, pour son dos. Plus facile. Et aussi, ça permet la standardisation du matériel. Il faut savoir que dans l'entreprise, on n'utilise que du bois Douglas. C'est un bois imputrissime, robuste, durée de vie très longue. Seul hic, c'est son poids, plus lourd. Alors pour ceux ou toi qui a un problème de dos, je te conseille de faire le corps en Douglas. Si bien sûr tu ne fais pas de transhumance ou tu ne bouges pas, comme ça au moins ça fait un poids en plus. Si on veut de la piquer, au moins ça sera toujours plus dur. Après la hausse, ce qu'il y a de bien, l'idéal c'est de la faire en peuplier, pour ceux qui ont mal au dos. C'est un bois certes qui ne durera pas dans le temps, mais au moins tu te feras moins mal au dos, ça sera toujours plus léger. Voilà. Du coup on va déjà voir les points importants déjà qu'on ne crée pas dans l'entreprise. Ça sert à rien de créer comme le toit de ruche d'Adam 10 cadres, ça sert à rien de le créer, je te le dis honnêtement. Certes, pour la fierté, c'est toujours mieux. Mais tu vas perdre ton temps, ton argent et ça te coûtera plus cher. Sachant qu'en plus, si tu te trompes, ça va venir vite galère. Parce qu'il ne faut pas oublier que le toit, le premier élément qui recouvre, c'est le couvre-cadre. Celui-ci. Ça, c'est un couvre-cadre que j'ai acheté. Je ne me suis pas embêté à le créer. Tout simplement pour garder l'armature. Tous les ans, moi, mes couvre-cadres sont changés. Parce que c'est plus hygiénique, je trouve. Et surtout, ce matériau-là, c'est un matériau à base de bois compressé qui est sur le marché pour l'instant le moins polluant. Une fois qu'il est usé, je me permets d'enlever cette partie-là et je le remplace tout simplement par du contreplaqué norvégien, sans solvant. C'est un des contreplaqués qui résiste partiellement à l'eau et surtout qui est quasiment non polluant. Surtout qui n'a pas de solvant dedans. Après, tu fais tout ce que tu veux, c'est ton choix. Moi, c'est le mien. Du coup, pour venir au toit, si tu t'amuses à le faire, il ne faut pas oublier que c'est la première partie que tu vas lever. Et le problème, comme tu peux voir, déjà, eux, avec leurs machines, ils font ça pile poil. Donc si tu t'amuses à faire et que tu te trompes, ça va vite arriver en mode galère. Tu vas lever le toit quand tu vas aller dans ton rucher. Et le problème, c'est que des fois, surtout l'été, tu as le couvre-cadre qui va venir. Du coup, tu vas carrément perturber entièrement ta ruche. Ta petite sortie de ton rucher va être un peu gâchée quand même. Tu te seras fait attaquer, même si tu es un enfumoir. Tu n'es pas idiot non plus. Mais c'est pas cool, quoi. Donc voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Il y a ces deux parties. Hop. Et une partie, surtout à ne pas négliger. Hop. Hop là. C'est le fond. Le fond de la ruche. Ce fond de la ruche-là, ça s'adapte exclusivement qu'aux ruches d'Adam 10 cadres. C'est en plastique, de chez Nico. Très robuste, très solide. Celui-ci, c'est un fond entièrement aéré, totalement aéré. Très bien. Facile d'aération pour les abeilles. Facile aussi de lutter contre le varroa avec, parce qu'il tombe à travers. Tout ce qui est la facilité aussi pour le nettoyage, c'est du plastique. Le bois, il y a plein de fibres, mais d'accord avec moi. Du coup, il y a plein de spores de maladies qui se mettent dedans, surtout les abeilles. Ils marchent dessus. Du coup, il suffit que tu aies des spores ou un nid infectieux au niveau de ton bois, avec leurs petites papates, ils remontent en haut. Qu'avec le plastique, moi, automatiquement, ils sont changés 2 fois par an. Au cours de la belle saison, au milieu de la belle saison, un coup de brossage avec de l'eau de javel, rincé par la suite avec du vinaigre et de l'eau, et je remets en place. Ça permet surtout d'éviter toute maladie, ou propagation de maladie du moins. Du coup, dessus, tu peux l'enflammer, il n'y a pas de problème. Bien sûr, pas non plus insister comme un gros bourrin. C'est comme du plastique qui résiste à plus de 300 degrés en continu. 500 degrés en flamme directe sur 8 secondes de flamme. Du coup, pour
la loque américaine, la loque européenne, ça résiste pas à des telles températures. Du coup, on a bien vu ce que dans l'entreprise de plus gros, on fait pas. Il y a borne intercadre et crémaillère qui nous serviront. Bien sûr, je te rassure, il n'y en a pas que deux dans une ruche et une hausse. Ça, on verra ça par la suite. Hop là, tout doux, tombez pas. Ça aussi, fixe l'élément, qui est très important. Quand c'est bien fixé, c'est génial comme produit. Ça, honnêtement, c'est un produit que je conseille. De mettre ça sur le haut du corps et le bas du corps. Tout simplement, ça fera la liaison entre votre fond et votre corps. Du coup, si un jour vous devrez lever votre ruche, tout simplement, tout vient directement. Des fois, ça arrive que des gens ne font pas ça. Ils oublient que leur fond n'est pas fixe. Ils prennent la poignée, ils lèvent, ça se casse la gueule. Et là, ça peut vite fait devenir dangereux. Et en plus, c'est assez facile à enlever quand c'est bien fait. Du coup, voilà pour les matériaux qui ne sont pas créés dans l'entreprise. Tu achètes ça en magasin spécialisé ou ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer au corps. Hop, hop là. Et du coup aussi, une petite astuce pour toi, pour essayer d'améliorer un peu ta production. Ah, tu prends une petite planche de Douglas, tu délignes gentiment, tu viens la fixer comme ceci. Juste comme ça. Je vais rester un peu en dessous des chiffres, comme ça tu feras ça à ton idée. Tout simplement, juste en rajoutant une petite planche de 4 cm et demi, preuve à l'appui, tu as 15% de production en plus, minimum. Tout simplement pour la fixer, tu mets une vis sur le bas-côté ici, en travers, et l'autre côté de même. En faisant ceci, tu augmentes de 15% minimum ta production. C'est pas négligeable. De surcroît, en faisant ça, certes, ça fait une planche d'envol supplémentaire, un petit poids en plus léger, mais très négligeable. Il faut savoir que si maintenant tu as une attaque de frelons, automatiquement, ils seront plus nombreuses les abeilles à sortir. Certes, tu me diras, oui, mais bon, qui dit plus d'abeilles dehors, automatiquement les frelons vont manger plus d'abeilles, vont tuer plus. Oui, mais ça a un effet de groupe. C'est un peu comme un être humain. Un être humain, quand il y a un effet de groupe, automatiquement, il lui sent pousser des ailes. Ne jamais la peindre. Ne jamais la poncer. La laisser, même si elle doit noircir comme ça. Seule chose que vous pouvez faire, c'est de passer un petit coup de temps en temps l'hiver, un coup de vinaigre dessus. C'est tout. Parce que l'hiver, il y a moins de passage. Automatiquement, vous n'avez pas perturbé olfactivement l'intérieur de la ruche et de la planche d'envol, qui est très importante. Du coup, voilà pour la petite astuce. Eh oh! C'est ici qu'on récolte le miel? Hein? Quoi? Pas ici? Pourquoi? C'est interdit. Ah, dommage. Je suis un peu radin en ce moment. J'ai fait une mauvaise production, donc c'est pas ici qu'on récolte? Non? Putain, vous êtes vaches, les abeilles. Ah, tu le fais pas? Ah, je pensais que tu faisais comme moi. Tu récoltais aussi. Tu récoltes pas? Non, t'as raison. C'est que t'es un mec bien. On ne récolte jamais le miel dans le corps de ruche. Sauf si exception exclusive. On prend un cadre. Automatiquement, ça servira juste pour nourrir soit une autre ruche, soit une ruchette, quand on veut faire un essaim. Si ton essaim meurt et il reste du miel à l'intérieur, ne le mange pas. Tu prends tout, tu jettes tout, tu crames tout. Même la ruche, je conseille. Tu vas me dire, ouais, ça fait de l'argent. Bah oui, ça fait de l'argent. Mais si ta ruche a attrapé une maladie, dis-toi une chose, l'apiculteur ramène 60% des maladies que contracte la ruche. Regardez bien la vidéo sur l'hygiène, c'est très important. Beaucoup de gens vous disent, ouais, mais c'est rien. Des petites choses accumulées évitent des gros ennuis. C'est aussi simple que ça dans la vie. Du coup, pour revenir à nos moutons, je suis bien content que tu récoltes pas le miel dans le corps. C'est un bon point pour toi. Ce corps de ruche n'est pas standard. Il a été fabriqué dans l'entreprise par mes soins. On a inventé 5-6 choses rien que pour ce corps, pour favoriser les abeilles, l'installation des abeilles, l'aération pour les abeilles et surtout pour l'humidité. Lutter contre l'humidité, tout simplement. Premier point.
du fait qu'ils sont plus larges et plus longues. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand il pleut, automatiquement les ruches sont trempées à l'extérieur. Et souvent, entre la liaison qui est entre le corps et le fond de ruche, automatiquement il y a une infiltration d'eau. C'est tout simplement, c'est logique, hein. Faut pas en avoir peur. Mais tout simplement dans l'entreprise, on a créé certaines choses. Voilà, on voit bien qu'il y a goutte. Et la goutte se fait couper. Il y a une légère goutte qui doit rester. Et il n'y a pas d'infiltration d'eau. Même sur l'arrière, c'est le même principe, c'est tout bête. Quand il pleut, voilà ce que ça fait. Il n'y a pas d'infiltration d'eau. Il fallait juste augmenter la longueur, mettre du bon bois, et c'est tout. Plus la peinture sera bien faite, plus on va accentuer cet effet de glisse. Et en accentuant cet effet de glisse, on gagne aussi en longévité du bois. Rien qu'en faisant ça, on va diminuer aussi l'apport d'hydrométrie à l'intérieur de la ruche, du fait qu'il n'y a pas d'infiltration. Du coup, c'est déjà un facteur non négligeable. Il faut savoir qu'en Bretagne, c'est pas le froid spécifiquement qui tue les abeilles. Ils en ont vu, ils en verront encore bien plus encore, ça se trouve. Voilà. C'est l'humidité. Car l'humidité, il n'y a pas de barrière pour elle. À part pour nous, dans nos maisons, on est bon. Et pour les abeilles, il n'y a pas de barrière. Tout simplement, une fois que tu auras chassé l'humidité, c'est un peu comme nous, tu n'as qu'à sauter dans l'eau. Il fait beau, tu ressors, il fait chaud, t'es tranquille. Il y a un grand soleil, mais par contre, il y a du vent. T'es trempé, tu vas vite fait cailler. Bah, c'est pareil pour les abeilles. Si à l'intérieur de ta ruche, c'est trop humide, et en plus, il y a du vent, bah, la consommation en énergie va être énorme. Et ce qui dit énergie, dit du miel. Et même les abeilles n'aiment pas ça. Après, tu auras l'intérieur, si c'est un peu trop humide, tu auras les escargots qui vont arriver, et les limaces. Et encore d'autres maladies, des champignons peuvent arriver aussi. Du coup, voilà, pour la petite explication du coupe-goutte. Après le coupe-goutte, surtout en termes de longueur qui est de 5 mm, sur le côté, il doit être de 2 à 3 mm. Suivant après les mètres qu'on a. Du coup, la ruche d'Adam dicadre porte exactement son nom. Parce qu'il y a 10 cadres dans le corps. Les cadres d'Adam servent à quoi? Surtout à l'apiculteur, parce que l'abeille, je te rassure, elle se démerdera toute seule. Ça sert à faciliter l'apiculture, pour l'apiculteur. Comme ça, en mettant des cadres, et surtout en guidant l'abeille, en venant mettre une feuille de cire gaufrée, ou soit rien que des petits rappels dans les angles, un là, un ici et un là, juste collés tout simplement, l'abeille va comprendre qu'il faut qu'elle gaufre ici. Il faut qu'elle crée ses alvéoles à cet endroit-là. Puis ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin forcément de mettre de la cire entièrement partout. Après, c'est chacun son apiculture. Il faut savoir que dans la cire, maintenant, il y a de plus en plus de mauvaise cire. C'est un peu dommage, mais voilà. Il faut savoir que la mauvaise cire, elle coûte pas cher. Elle est d'une couleur magnifique, un jaune pétant, limite soleil, qui donne envie de l'acheter. J'ai qu'une chose à te dire là-dessus. Évite-la absolument. Dedans, tu as des traces d'amitrase, phytosanitaires, des champignons, des bactéries. Quand vous vous mettez dans l'apiculture, évitez le matériel d'occasion. Prenez du neuf. Vous savez jamais où ce que ça a traîné. Même si le mec, vous le connaissez, vous dites non, tout simplement, vous dites une phrase. Non, je tiens à partir sur du neuf, ce sera plus facile. Pour moi, je sais où est-ce que je vais. Point final. Il n'y a pas besoin de dire oui, mais que... Non, restez sur les bonnes choses. La petite parenthèse est finie. Du coup, pour les cadres, je vous disais, c'est pour l'apiculteur. L'abeille va se démerder dedans à créer. Alors, les cadres, il faut savoir que les cadres dans cette ruche sont composés de 10. Automatiquement, en pleine saison, le couvain viendra ici. C'est pour ça que ces ruches ont été créées. C'est en sachant que le couvain vient en largeur, il y a des aérations latérales qui ont été créées. Aération latérale, en hauteur aussi. Là, tu peux constater que là, il y a une plus grosse hauteur que dans certaines ruches. C'est fait exprès, ça a été étudié pour. C'est pour te montrer plus facilement. Cette planche-là, c'est celle-ci de dos. Elle est comme ceci. Elle est comme ceci.
c'est directement la même. Là, il y a un écart qui a été fait exprès pour eux, étudié pour. L'abeille noire, je tiens à préciser. Pour la Buckfast, il faut un écart un peu plus important. Et sur le dessus, c'est pareil. L'écart est bien plus haut. Pour qu'il passe plus facilement de cadre en cadre. Pour que même l'hiver, la grappe, l'essaim, puisse vraiment faire une bonne couche sur le dessus. Parce que quand tu as froid, tu mets une cagoule ou ta capuche. Parce que la déperdition de chaleur part tout le temps par le haut, principalement. C'est pareil pour les abeilles. C'est pour ça qu'on isole aussi le couvre-cadre. Avant d'isoler le couvre-cadre, je tiens à rappeler qu'on n'isole pas non plus avec n'importe quoi. Ça, on verra ça tout à l'heure. Du coup, voilà, la première isolation, ça sera les abeilles. Comme ça, ils feront un meilleur roulement. Une abeille qui attrape trop froid mangera plus de miel pour se réchauffer. Une abeille qui reste dans son élément de température, même avec une légère diminution, du fait qu'il y a un meilleur roulement, consommera largement moins de miel. Et c'est les petites idées que chacun peut avoir. On voit bien les bandes intercadres qui sont ici. Et les crémaillères qui sont là. Ça sert à caler et à respecter l'écart entre les cadres. Ça a été étudié pour. Normalement, sur les autruches, vous pouvez constater que là, ça touche. Regardez bien ici. Là, ça touche pas. Pareil pour le haut. Regardez bien. Ça touche pas, il y a un écart entre le bois et la crémaillère. Ça a été fait pour la même façon que pour le dessus du cadre. Pour gagner une meilleure insertion de l'abeille et un meilleur roulement. Et aussi un meilleur passage quand ils sont en productivité. Alors, meilleur passage quand ils sont en productivité pour laisser plus facilement le vent passer. L'été, quand ils sont en production. L'hiver, un meilleur passage pour avoir 2 épaisseurs d'abeilles qui passent. Et surtout, un truc tout bête, qui est vraiment bien, l'hydrométrie. Du fait que c'est plus écarté, il y a tendance à moins avoir de condensation. Parce que la condensation sur les bords latéraux vient de la cire. L'échange de température à l'intérieur du couvain, qui se situe normalement ici, et le dernier cadre qui se situe ici, avec les autruches, automatiquement l'écart n'est pas assez important. Il y a un excédent de condensation qui se fixe ici. Et automatiquement, c'est la cire qui est en cause. La cire, on ne peut pas l'enlever. Il y a du miel stocké dedans. Du coup, la seule parade que j'ai réussi à trouver, c'est d'élargir un tout petit peu. La bande intercadre qui se situe ici, elle est à 4 cm de hauteur. C'est pas fait pour rien. J'ai remarqué, petit à petit, au cours de mes années, qu'il y a une hauteur de facilité de travail. D'une part, pour poser la ruche, et d'autre part, pour les cadres. C'est simple que ça. Et ça permet surtout un meilleur maintien. Quand les ruches, on doit les déplacer, il y a moins de risques à faire ça que ça se balade. Du fait que les autres sont trop basses, automatiquement, ils arrivent ici. Ça, c'est tout bête. Il suffit qu'un petit caillot sur la route vous fasse sauter. Vous avez vu, les autres prennent même pas sur 1 cm. Moi, ça va sur 4 cm. La sécurité, c'est primordial. Du coup, aussi pour le fixe élément, c'est très important. Un fixe élément ne se met pas non plus dans n'importe quel sens. Tout le temps le mettre, la fixation, vers l'avant. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ça se met sur l'avant tout simplement, c'est tout bête. On est bien d'accord, on ne va jamais devant une ruche, devant la planche d'envol. Parce que c'est là où les abeilles, il y a les va-et-vient de l'abeille, là où sont présents les couloirs de vol des abeilles. Du coup, on évite de passer devant une ruche. Mais il n'est jamais interdit de passer sur le côté. Hormis sur le côté latéral. Il n'y a qu'un seul moment où on peut passer devant une ruche, c'est quand on part. C'est le seul moment. Même quand on fait un point de fuite, c'est à éviter. Et si on n'a pas le choix, on le fait. Et c'est pour ça aussi que le fixe élément,
on le met en ce sens-là. Si j'arrive sur le côté de ma ruche, vers ici, normalement c'est interdit, donc je n'ai pas à faire ça. Il faut tout le temps arriver derrière une ruche. On ne va jamais par devant. En arrivant derrière, on fait la petite manip. Parfait. Si le fixe élément serait dans l'autre sens, c'est-à-dire que la pointe ici serait ici, le seul problème c'est que si j'ai un moment de panique, ou si je dois partir rapidement pour X raisons, le fixe élément ici peut se crocher dans un de mes habits. En se crochant dans mon habit, on a risque de faire tomber la ruche. Risque de déchirer ses habits. Vous allez me dire, oh c'est pas méchant, c'est un vieux pantalon. Ouais, mais t'as oublié que mon petit gars, t'es dans un rucher. Le moindre trou dans ta tenue, suffit que si les abeilles sont énervées, ils vont le trouver. Et là, t'as beau mettre ta main dessus, ça risque de piquer. Du coup, c'est pour ça qu'on le met surtout dans ce sens-là. Et c'est une plus grande facilité. C'est-à-dire que quand tu es derrière, tu mets une main là. Quand tu dois faire, admettons, le changement de fond, tu mets ta main ici directement, comme ça tu peux bien appuyer. Hop, voilà. Du coup, voilà pour le fixe élément. Et je tiens à le dire que c'est vraiment important de le mettre. L'accident, c'est celui-là. Quand on n'a pas de fixe élément. On vient prendre le corps de ruche par les poignets. On croit que le fond tient dû à la propolis. Et voilà. C'est-à-dire que là, on va lever. Si on devait faire une manipulation pour changer de rucher, automatiquement, ça retarde de quelques heures, voire d'une journée, la manipulation. C'est très important. Prenez un fixe élément, honnêtement, c'est pas pour le prix que ça coûte. Hein. Ça, honnêtement, c'est pas un truc gadget. Hein. Ou soit vous mettez une vis en dessous, mais bon, c'est un peu contraignant quand on veut nettoyer le fond. Du coup, voilà, pour la partie basse. Pour la partie basse. La partie haute. La petite grille à rennes. Oui, je sais, elle est en plastique. Et c'est la moins chère. Ça t'intéresse, hein? Non, tu prends ce que tu veux. Ça existe en inox. Je suis pas fan de l'inox. Je suis pas fan du plastique. Mais ce qui me décide surtout à choisir le plastique, c'est que tu peux en changer facilement. Tous les 2 ans, je les change. Je ne me prends pas la tête. Facile à stocker. Léger surtout. Après, les grilles en inox, les grilles à rennes en inox, je suis pas contre, hein, honnêtement. Mais j'aime pas trop l'inox à l'intérieur d'une ruche. Pourquoi? Pourquoi j'aimerais pas ça? Tout simplement, c'est l'inox qu'on met à l'intérieur de la ruche. L'électromagnétisme, est-ce que vous avez déjà parlé? Non. Tu prends du coton, ou soit tu prends une abeille, tu vas frotter l'abeille sur l'inox. Bien sûr, je sais que tu le feras pas, tu aimes les abeilles comme moi. Mais prends rien que ta peau, tu prends de l'inox et tu frottes comme ça sur ta peau. Inox. Qu'est-ce que ça va faire? Les électrons dedans vont faire quoi? De l'électricité statique. Eh ouais. Tu risques de faire de l'électricité statique, ou soit de propager. Tu vas parler quoi? Ou soit de propager des ondes à l'intérieur de ta ruche. Certes, c'est un film. Certes, c'est que des léondis. Mais prends une barre d'inox avec du bois autour, sans contact direct avec ta main, et tu la frottes. Tu verras tes poils, comment est-ce qu'ils vont faire. T'entendras pas le tic-tic. Mais je sais bien, tu verras tes petits poils s'hérisser. Voilà. Du coup, moi, c'est aussi pour ça aussi que je suis revenu à la grille à rennes en plastique. Facile à stocker. Bien sûr, il ne faut pas la mettre au chaud, parce que tu as un risque de déformation. Ça reste du plastique. Facile à nettoyer. Du coup, du fait qu'elle est facile à nettoyer, moi, je garde automatiquement une année de plus. Sinon, je tiens à le rappeler, tous les 2 ans, moi, je jarte. Je ne m'embête pas avec ça. Puis, tous les 2 ans, au niveau sanitaire, je préfère pas. Je préfère perdre quelques euros et que garder une ruche niveau sanitaire au correct, quoi. Même optimum. Du coup, voilà, la grille à rennes, on la met comme ça. Après, tu peux la mettre comme ça aussi si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est hors de question. Voilà. Ce qu'il y a de bien aussi avec une grille à rennes, il y a plusieurs possibilités aussi. Une grille à rennes, dans son nom, c'est une grille à rennes. Ça empêche la renne de monter. Du coup, la grille à rennes, on la pose comme ceci. Tout le temps entre le corps de ruche et la hausse. Je tiens à rappeler que la hausse, c'est une hausse d'Adam 9 cadres.
Et que les cadres, vous avez bien t'as bien vu la différence. Petit, grand. Grande quantité de miel, pas touche. Touche pas ça. Petite quantité pour nous. Du coup, voilà la taille d'un cadre de hausse d'Adam. Se glisse directement dedans. Vous voyez bien, il y a les mêmes propriétés. La hausse a les mêmes propriétés que le corps de ruche, en hauteur et en profondeur. C'est exactement pareil. Et plus large aussi. Un espacement plus large. Pourquoi est-ce qu'on met les hausses d'Adam? 9 cadres. On pourrait mettre 10 cadres. Ce sera en face des autres. Automatiquement, en plus, on gagnera un cadre. Il y aura plus de productivité. Ton avis? Bah, cherche, Kevin. C'est pas un truc du con. C'est pour faciliter la récolte. Comme je disais tout à l'heure, les ruches d'Adam, c'est fait pour l'apiculteur, pas pour l'apiculture. Les abeilles, ils se débrouillent. Il faut savoir que il y a l'écartement. Du fait que c'est 9 cadres, automatiquement, les abeilles ont plus d'écartement que dans le corps de ruche. Je tiens à signaler que le corps de ruche, c'est une 10 cadres. Du fait qu'il y a un espacement plus important, les abeilles vont faire leurs alvéoles plus longues. Et du coup, ça dépassera du cadre. Ça sera plus facile pour venir désoperculer avec le couteau. Aussi simple que ça. Alors, si quelqu'un te propose une ruche d'Adam 10 cadres, primo d'occasion, tu refuses. Dans un magasin, tu fais ce que tu veux. Si on te donne une hausse d'Adam 10 cadres, refuse. Tu vas passer trop de temps dessus, tu vas te faire chier. Ou soit une chose, tu as juste à changer les barrettes. Tu changes les crémaillères. C'est aussi simple que ça. Crémaillère et les bandes intercadres, c'est tout. Tu les changes, tu passes en 9, point final. Ça sera plus facile. Que restant en 10, tu vas te galérer. Tu vas passer plus de temps à la herse pour désoperculer. À place de venir avec un couteau, venir licher directement le bois, ça sera plus facile. Ce sera un gain de temps. Ça, par l'intérieur de la ventilation. Il y a un écartement bien plus important que dans une hausse normale. Tout simplement, c'est pour favoriser l'aération, favoriser le passage pour la production, donc plus de productivité, moins de risque d'hydrométrie. Après, l'hydrométrie, c'est un facteur un peu dubitatif là-dessus, parce que généralement, quand il y a les hausses, on a la belle saison. Oui, mais t'es en Bretagne. Surtout en début de saison, vers le printemps, des fois, il y a des sacrées différences de température. Du coup, il y a des chocs thermiques qui peuvent être là, dû à la cire. Du coup, ça peut vite fait partir en condensation. Il n'y a pas de condensation des fois. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ça. Du coup, voilà, avec la grille à rennes que je compte dedans, plaquée, et la hausse, on arrive à 17,5. Vous allez me dire, ouais, mais normalement, c'est 17. Ah oui, mais comme je viens de te dire, c'est une conception pas standard. J'ai juste, moi, gardé les cadres. J'ai adapté le corps de ruche et les hausses d'Adam par rapport à mon travail à moi. L'abeille noire locale. C'est fait pour ça. Elle est faite pour. Plus de facilité, meilleur travail pour les abeilles. Après, la belle saison arrive. On met les hausses. Nickel. Et s'il fait trop chaud, petite astuce. On vient enlever un cadre latéral pour laisser encore plus d'air passer. Quand on arrive facilement à 30 quelques degrés, on enlève les cadres latéraux pour qu'il y ait plus de favorisation de l'air qui passe. Alors des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, on peut mettre des hausses autant qu'on veut. » Non, on met pas de hausse autant qu'on veut. Faut arrêter les bêtises. Si ta première hausse que tu viens de mettre est pleine, tu vas pleine et operculée, ou semi-operculée. Tu viens pas rajouter une hausse comme ça par-dessus, sachant que celle-ci est vide. Tu vas pas me dire que tu vas pas mettre une hausse vide. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Ta nouvelle hausse que tu viens mettre, ton autre hausse qui est pleine de miel à craquer et quasiment operculée. Comme ça qu'on fait. D'une part, les abeilles vont emmagasiner plus vite le nectar récolté, du fait qu'il y a moins de trajets à faire. D'autre part, du fait que tu auras enlevé sur le dessus ici un cadre, les cadres latéraux. Dans celui-ci aussi, automatiquement, tu as une meilleure circulation d'air. Qui dit meilleure circulation d'air, du fait que tu as
monter ça en hauteur, la déshydratation du miel se fera plus vite. La chaleur monte en hauteur, je t'ai déjà dit. C'est tout bête. Du fait que la chaleur va monter plus facilement en haut, ton miel se déshydratera plus vite, chopera moins vite l'humidité dans l'air la nuit. Ça peut arriver, la rosée du matin, il y en a, hein, surtout en Bretagne, du fait qu'elle est bien plus élevée que le fond. C'est tout bête. Ceci va être emmagasiné. Si après il y a une grosse température qui vient, et jamais en Bretagne la canicule ça vient de plus en plus, tu viens rajouter une autre hausse par-dessus. Si on rajoute une hausse par-dessus, vide, automatiquement ça fera un caisson d'air. Du fait qu'on a enlevé des cadres latéraux ici et ici, au-dessus c'est vide, pareil là, l'air fera ça. Ou dans l'autre sens aussi. Il y a une meilleure échange d'air. Ça sert à rien de monter trop haut non plus dans la production en rajoutant des hausses. D'une part, les abeilles vont souffrir. D'autre part, tu as un fort risque après de surchauffe. Parce que ça fait du volume à refroidir quand même. Plus tu as un volume d'air à refroidir, automatiquement les abeilles seront en souffrance. Et plus tu as un volume d'air à refroidir, mais un volume d'air facile, c'est-à-dire qu'en rajoutant une hausse vide, automatiquement ça prendra l'inertie, ça refroidira plus vite. Vaut mieux que tu récoltes plus souvent le miel qu'une seule fois la saison. La corvée, pas pareil, tu es bien d'accord avec moi. À place de se taper 2 jours de corvée, tu vas te taper juste une petite matinée par-ci par-là. Et ça sera même bien plus valorisant pour toi. Tu seras même plutôt, je pense, en train de lécher les doigts, tout ça. Ce miel-là, tu le mets après en maturateur et tu le mets à maturer. Tu peux le mettre à maturer 1 semaine, 2 mois, 3 mois. Moi, j'ai du miel que je mets quasiment 7 mois à maturer. Voire plus pour certains miels. C'est juste que moi, je ne le chauffe pas. Tout simplement, tu ouvres, tu touilles. C'est aussi simple que ça. Pour qu'il vive. Une fois qu'un miel est bien reposé, c'est comme un vin. Plus le miel sera respecté, plus le miel, tu vas le laisser s'équilibrer, meilleur il sera. Et en même temps, du fait que tu vas extraire plus souvent, tu auras moins besoin d'un gros matériel. Des gros maturateurs. Ça, tu n'en auras plus besoin. Il vaut mieux acheter des plus petits maturateurs pour ta production que tu vises qu'un maturateur à moitié vide. Du coup, voilà, on met 2 hausses au-dessus, pas plus, ça sert strictement à rien, hormis cas exceptionnel où il fait chaud. On met une hausse vide au-dessus, exempt de tout cadre. Comme ça, on a une meilleure circulation d'air. Du fait aussi que tu montes trop aussi avec des hausses, c'est pas bon, parce que ton miel va chauffer aussi. Les abeilles ne pourront pas non plus tout refroidir. Du coup, ton miel, il va risquer de ramasser un coup de chaud. Ça peut arriver surtout dans le sud de la France. Nous, en Bretagne, c'est assez rare, hormis certains ruchers qui sont sur des grandes plaines en forme de cuvette. Du coup, le soleil tape tellement fort des fois qu'on retrouve même de la cire qui coule. Les abeilles ne peuvent pas, ils sont dehors en barbe. Même en ayant fait une barbe dehors, ils n'arrivent pas à refroidir encore l'intérieur. Et des fois, ça arrive que la température monte tellement fort que des fois, il y a même carrément de la cire qui coule. Une chose très importante, on a déjà expliqué, c'est pas la bonne ruche, mais n'oubliez pas de mettre du fixement à chaque étage que vous faites. C'est facile à faire. Sans moi, tout est fixe, tout est maintenu. Si même ça tombe pour plusieurs facteurs, animaux, mauvais calage, ou soit même des enfants, j'ai déjà vu, qui venaient jouer autour, à faire leur malin, à grimper dessus. C'est tombé. Encore, il n'y a pas eu de dégâts. Pour l'enfant, il faut mieux favoriser l'enfant et après on regarde les abeilles. Par-dessus, hop, un couvre-cadre qu'on vient mettre. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi je le change tous les ans, mais je garde la structure autour. En gardant la structure autour, je le remplace par du contreplaqué norvégien. C'est un des contreplaqués les moins pollués. Et après, hop, un petit toit zingué par-dessus. Aussi simple que ça. La ruche est faite aussi à la hauteur pour votre taille. Vous me direz pourquoi ? Tout simplement, c'était standardisé par rapport à l'humain aussi. La moyenne de l'homme, à 40 cm de haut, normalement, on doit pouvoir prendre la ruche comme ça. Une hausse. Comme ça. Vous pouvez regarder, hein, c'était à peu près la taille. Tu fais à peu près 1m75 comme moi, tu arrives pile poil au poignet. C'est aussi simple, d'une hausse. Voilà, c'est pour ça aussi que ça a été fait. Et ça a été fait aussi à 40 cm de haut, c'est pas pour rien. C'est par rapport aussi à la biodiversité. On ne pose pas une ruche non plus avec n'importe quelle hauteur.
c'est minimum 40 cm de haut. Sinon, l'écosystème du sol, quand c'est trop en dessous, quand ça va autour de 10 cm de la hauteur de palette, il y a de plus en plus. L'écosystème du bas tendance à remonter en haut et faire refiler les maladies, manger du miel, les parasites arrivent plus facilement. Et surtout, tout ce qui est la prédation, les souris aussi. Souris, lézards. Voilà. Du coup, vos ruches, implantez-la plus de 40 cm de haut, minimum. Moi, c'est ce que je fais, c'est pile poil à ma hauteur de dos. Amstramgram, piqué-collé-gram. Ah parlons peinture un peu. Wow, tout doux bijou. Thermopeinte, very good. Très bien, rien à dire. Comme son nom porte, thermorégulante. Peinture super bien. Elle permet de réguler plus facilement la température. Par contre, couleur grise. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des couleurs plus exotiques dans leur jardin. La laque, peinture très bien. Se lave facilement à l'eau. Comparé, la thermopeinte, c'est plus avec du white spirit. La laque, comment vous dire? Restez discret sur les couleurs. Vivons heureux, vivons cachés. Vos druchers, implantez-le discrètement. Parce que plus on voit, plus il y a de plus en plus de vols. Et surtout les couleurs. Les gens se peignent en rose, en jaune flashy. Du coup, ça attire l'œil. C'est ça le souci. Donc, du coup, essayez de rester sur les couleurs assez sobres, assez foncées. Petites astuces pour peindre. D'abord, mettez jamais de peinture à l'intérieur de la ruche. Il faut peindre les rebords de la ruche, du corps et aussi de la hausse. Pour la thermopeinte, n'hésitez pas à mettre 3 couches. Surtout le fond ici, qui est susceptible d'être au contact avec de l'eau. Thermopeinte, 3 couches. La laque, faites 3 couches aussi, tant qu'à faire. Certes, la thermopeinte est peut-être un peu plus chère, mais moi, ma préférence reste dessus. Il n'y a pas de placement de produit, je vous rassure. Je tiens surtout à vous conseiller. Thermopeinte, un bidon comme ça, vous faites facilement 5 ruches complètes. 5 ruches, c'est-à-dire 5 corps de ruche, plus une hausse avec, sans problème. En passant quand même 3 couches. Donc voilà, sachant que le rendement est bien mieux qu'une laque. La laque, certes, c'est plus joli. J'avoue, on a plusieurs couleurs. Mais comme je vous dis, sur les couleurs, restez discret. N'oubliez pas de marquer un numéro dessus, comme ça évitera de vous tromper quand vous enlevez la hausse. Mettons ça, c'est la ruche 1, vous mettez la hausse 1. Si vous avez 2 hausses, vous mettez aussi 1 devant. Comme ça, automatiquement, vous ne vous trompez pas. Pour quand vous viendrez faire votre récolte, amenez vos hausses dans votre miellerie. Et pour ramener les hausses, évitez d'interchanger les hausses avec d'autres ruches. Ça évite la profusion de maladies. Et plein de petits problèmes aussi de parasites. Du coup, voilà. Petit conseil sur la peinture. Par contre, un petit truc, faut pas que tu oublies. Une fois que tu as fini ta peinture, toute jolie, toute fringante, tu es heureux comme un coq en pâte. N'oublie pas d'inscrire ton numéro NAPI si tu es amateur, SIRET si tu es professionnel. D'une part, c'est plus dissuasif pour les vols, et entre guillemets, c'est réglementaire. Ou soit directement, tu vas sur le tuto, sur les normes qu'on a fait, tu seras plus enclin à voir des choses plus précises. Du coup, voilà pour la peinture. Les numéros, je tiens encore à appuyer dessus, n'oublie pas de mettre dessus. Comme ça, au moins, ton rucher sera identifiable. Au cas où, s'il y a un incident, je ne te le souhaite pas, ou même pour le GDSA, ou pour d'autres services sanitaires. Du coup, voilà, je tiens à te remercier. Du coup, je vous dis bon vent et Kenavo. C'est du Douglas, très costaud. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'utilise du Douglas. Donc, ça sert à me revenir 10 fois dessus. Tout simplement, le Douglas... ça, quand ça va revenir dessus, je reviens dessus. Attention, hein. C'est qui le patron? Avant de commencer la fabrication, il faut vraiment matière à vraiment bien. Il a, comme dirait, une grosse paire de couilles, quoi. Ça, non, j'aurais pas le dire. Ça sera dans le making. Voilà la taille d'un cadre de hausse. Oui, je sais, il est pas tendu, il est pas filé, oui. J'ai pas eu le temps. Je suis en speed là, je suis au taquet. Hein. Là, on fait ça en 2-2, en speed quoi. Il pleut même pas. J'ai même pas été à la plage. Même pas été aux grandes marées, toi. Déçu. Un miel que tu viens passer de temps en temps. Mais putain, c'est tout simplement. C'est tout simplement. C'est bon, j'ai pris mon quota. Tout simplement.